Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Pour ce 48e numéro, on va revenir sur le Google I.O. L'événement vient tout juste de se terminer, là il y a à peine quelques heures donc c'est encore tout chaud. Mais avant de parler des nouveautés de cette édition 2024 du Google I.O., je prends une toute petite minute pour annoncer une nouveauté mais qui concerne ce podcast. Puisque oui, le WAMcast va changer de voix. Parce qu'après un petit peu plus de 4 ans, je pars pour de nouvelles aventures. Mais rassurez-vous, vous n'y perdez pas au change. Je vous laisse entre de bonnes mains et surtout avec la voix suave de Yolène. Salut Yolène. Salut Kevin. Bon, je te confie les clés de la boutique. Tu penseras éteindre en sortant quand même. Et sur ce, je ne vais pas vous embêter davantage parce que je crois que vous avez pas mal de choses à dire sur l'événement Google I.O. Et du coup, je vous souhaite à tous un très bon épisode. Merci Kevin pour ce passage de relais. Ravi de prendre la suite de ce WAMcast. C'est un réel plaisir. Un peu de pression, je te le cache pas, de passer après toi, mais ça va le faire. D'autant plus que j'ai la chance d'être bien accompagnée pour ce 48e numéro. Avec nous pour décrypter cette nouvelle édition du Google I.O., Maxime Bonnefond, directeur technique SEO. Salut Maxime. Salut Yolène. Et à tes côtés, Raphaël Andréani, chef de projet SEO. Une première aussi pour toi, d'ailleurs, ce WAMcast. On va pouvoir se serrer les coudes. Salut Raphaël. Salut Yolène. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on est réunis là aujourd'hui, c'est pour parler du Google I.O., Kevin l'a dit, qui a eu lieu là tout juste, dans la nuit de mardi à mercredi 14 et 15 mai. Et on ne va pas faire durer le suspense. L'intelligence artificielle était au cœur des conversations. Alors pour donner un peu le contexte, Google n'était pas le seul actif sur le sujet, puisque dans cette guerre de l'IA, nombreux sont les acteurs à donner de la voix actuellement. Google, bien sûr, avec le Google I.O., mais aussi OpenAI qui a annoncé ChatGPT 4o ce lundi 13 mai dans le cadre d'une conférence de presse. Il y avait des spéculations sur l'annonce d'un moteur de recherche et c'est finalement un assistant virtuel qui fut au cœur de l'annonce d'OpenAI. Et puis enfin Microsoft qui tiendra une conférence du 21 au 23 mai pour parler de l'IA, toujours, à l'occasion de son événement Build 2024. Alors dans cette situation-là de forte concurrence entre géants de la tech sur le marché de l'intelligence artificielle, nous allons nous concentrer aujourd'hui donc sur les annonces faites hier soir par Google et de ce que nous en tirons pour mener à bien nos stratégies. Alors pour commencer, Raphaël, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les principales annonces faites par Google peut-être ? Alors oui, bien sûr. Tout d'abord, nous avions en début de conférence Sundar Pichai, donc le directeur général de Google, qui a annoncé que nous étions entrés dans l'ère Gemini. Ce sont vraiment les 3 mots qui résument tout ce Google I.O., puisque nous verrons ensemble que les solutions liées à Gemini sont dans le centre des attentions actuellement du côté de chez Google. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est déjà plus de 1,5 million de développeurs qui utilisent Gemini via les différents outils Google. Alors je te coupe d'entrée, Raphaël, mais est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est Gemini ? Bien sûr. Alors, en fait, Gemini, vous en avez déjà peut-être entendu parler sous le nom de Bard. C'est le nouveau modèle d'IA développé par Google. Grosso modo, c'est le modèle d'intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir converser. Un chatbot à l'image de ChatGPT côté OpenAI, qui est aujourd'hui très connu, ou encore Copilot du côté de Microsoft. La principale force de Gemini, c'est que c'est un modèle multimodal, c'est-à-dire qu'il peut traiter à la fois du texte, mais aussi des images, des vidéos ou encore de l'audio, et tout ça de manière combinée, ce qui peut lui permettre d'accomplir des tâches vraiment complexes. Et ça tombe bien puisque Google a annoncé plein d'évolutions technologiques, notamment sur Gemini, et l'intégration de Gemini 1.5 Pro dans le cadre de Gemini Advanced. C'est la première info principale d'ailleurs qu'on a retenue avec Maxime en regardant les conférences. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier ce Gemini 1.5 Pro par rapport à ce qu'on connaît actuellement finalement ? Et ben en fait, jusqu'à présent, on ne connaissait que la version 1.0 Ultra, qui était la solution la plus poussée jusqu'alors par Google. Aujourd'hui, la version 1.5 Pro, elle est beaucoup plus performante. Elle pourra traiter jusqu'à 2 millions de tokens en fin d'année, là où la version 1.0 se limitait à 32 000, où on a GPT-4 du côté d'OpenAI avec sa version turbo qui se limite à 128 000. Je donne beaucoup de chiffres, mais concrètement, ça permet de gérer plus de 2 heures de vidéo ou plus de 60 000 lignes de code. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et alors, est-ce qu'on peut l'utiliser dès maintenant chez nous ? Alors oui et non. En fait, Sundar Pichai a annoncé que ce déploiement il aurait lieu cette semaine dans plus de 150 pays et 35 langues, dont Cocorico, la France. Par contre, évidemment, c'est pas gratuit. Et pour cela, Google met en place un abonnement mensuel à 22 € par mois dans le cadre de la formule appelée Google One AI Premium. Donc c'est une formule qui est mise en place par Google avec un accès
à Gemini Advanced, à ses nouvelles fonctionnalités liées, on reviendra dessus juste après. Et puis tu disposes aussi de 2 Tera de stockage dans le cloud. On sait que le cloud, c'est une des principales ressources de revenus de Google. Donc ça reste une formule assez intéressante pour nous comme pour eux. Mais alors, je suis pas très sûre de bien tout comprendre, puisque tu me parles de Gemini. On parle aussi sur les réseaux de projet Astra. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, alors tout à fait, tu fais bien d'en parler. Effectivement, il y a eu beaucoup de discussions autour du projet Astra hier soir. Non, c'est pas le nom d'une mission spatiale. Google ne va pas partir sur la Lune, du moins pas encore. Aujourd'hui, on reste bien les pieds sur Terre. Le projet Astra, en fait, c'est un assistant qui va venir utiliser la technologie Gemini, justement. Cet assistant, il va réussir à combiner la reconnaissance visuelle, vocale, et puis il va faire preuve aussi d'une compréhension conversationnelle avancée. Tout ça pour interagir le plus naturellement possible avec toi, avec toutes les infos qu'il aura emmagasinées. Tu verras, tu pourras faire plein de choses avec cet assistant. Google a fait des tas de démos pendant le Google I.O. qui sont hyper excitantes. Je tease un peu, on parlera des applicatifs de cet assistant un peu après. Donc restez bien branchés. Mais en gros, pour revenir à ta question initiale, Gemini c'est le modèle de langage et le projet Astra c'est le projet d'assistant IA. Effectivement, ça en fait des nouveautés technologiques, tout ça. Mais alors, on sait que l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très gourmand en énergie et en ressources. Est-ce que Google a les moyens de supporter à grande échelle un déploiement de toutes ces technologies toujours plus puissantes finalement? En tout cas, Google se donne les moyens d'y parvenir. On a parlé du projet Astra, on a parlé de Gemini. Il y avait une 3e grande annonce technologique la nuit dernière, c'était leur nouveau produit qui s'appelle Trillium. Alors Trillium, c'est une puce qui est développée par Alphabet, qui est la maison mère de Google, et qui va venir améliorer les performances des centres de données d'intelligence artificielle de Google. Et elle va même sacrément les améliorer puisqu'elle est présentée comme une puce capable de multiplier par 5 les performances de ces centres. Concrètement, le but, c'est d'accélérer les calculs nécessaires pour faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle. Et c'est donc nécessaire pour réduire ces fameux coûts énergétiques et diminuer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces modèles. A priori, selon les tests menés, Trillium est 67% plus économe en énergie que le V5e, qui est la puce actuellement utilisée. Tout ça devrait être dispo en fin d'année 2024 pour tous les clients du cloud. Tu m'as beaucoup parlé des technologies employées. Tu m'as aussi dit que tu parlerais plus tard des applicatifs pour les gens comme toi et moi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus maintenant? Bon, si tu insistes, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet alors. Déjà, il faut savoir que l'IA made in Google va rentrer de plus en plus dans nos usages, notamment au niveau des outils quotidiens avec Gemini. Vous l'avez déjà un tout petit peu dans Gmail aujourd'hui, l'IA avec des suggestions de réponses automatiques, la suggestion de relance lorsque vous n'avez pas eu de réponse à votre mail depuis tant de jours, etc. Demain, ça va être beaucoup plus fort avec l'intégration de Gemini dans tous les outils Workspace de Google. Maxime, toi par exemple, ça t'est déjà arrivé d'être inclus dans une longue boucle de plusieurs dizaines de mails où tu n'as même pas le courage de tout remonter pour saisir tous les tenants et aboutissants, non? Oh que oui, c'est mon quotidien. Eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi puisque demain, grâce à Gemini, tu vas pouvoir résumer ces échanges de mails en un clic. Et Gemini va te donner les points clés de ces échanges sans avoir à passer 10 minutes à remonter toute ta boucle de mail. Bien pratique tout ça, effectivement. Un peu comme lorsqu'on a besoin de résumer la page sur laquelle on se trouve en fait. C'est un peu l'idée, oui, on avait déjà eu ces fonctionnalités, mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que ça ne se limite pas à l'écrit. Gemini c'est un modèle multimodal comme je vous l'ai dit précédemment. Donc il n'y a pas que sur Gmail que tu vas pouvoir gagner du temps. Gemini comprend les vidéos si tu te souviens bien. Et donc va pouvoir être inclus dans Google Meet également, pour résumer une réunion que tu as ratée avec différents points clés, voire même pour te donner les points principaux d'une réunion encore en cours, où tu es par exemple arrivé en retard. Donc fini les points où tu as besoin de résumer tout ce qui s'est dit au retardataire, ce sera fait automatiquement avec Gemini. Magique. Et alors, comme Gemini est multimodal, tu dois avoir la possibilité d'intégrer cela dans des tas de solutions en photo et vidéo, non? Eh ben jackpot. Là aussi, Google a fait des tas d'annonces à ce sujet. Moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est l'annonce de ce qu'ils appellent Ask Photos. En fait, avec Gemini, tu vas pouvoir donner le pouvoir, en quelque sorte, à tes photos de raconter une histoire ou de te donner des informations qui sont difficiles à extraire autrement. C'est peut-être un peu du chinois, là, comme ça, mais je vais te donner 2 exemples de leurs démos qui sont pour moi très parlants. Tu utilises Google Photos, d'ailleurs ? Tout à fait. Eh bah écoute, tu verras sur ton téléphone, si tu es attentive, logiquement, à partir de cet été, tu devrais avoir une nouvelle entrée dans ton menu qui te permet de poser une question pour retrouver des informations précises sur tes photos stockées dans Google Photos. Par exemple, tu peux demander directement dans l'application quelle est ta plaque d'immatriculation. Et si tu as une photo de ta voiture stockée dans ton cloud, eh ben Gemini est capable de la reconnaître et de se dire « Tiens, je me souviens que tu as pris une photo de ta voiture tel jour, ta plaque c'est ça correspond à ça, et bam, tu as le résultat. » Ça, c'est un premier exemple qui est assez parlant. Et puis alors, encore plus parlant, et là, moi, c'est vraiment là où j'étais bluffé, c'est que tu peux aller plus loin et tu peux carrément demander à Google Photos de te montrer, par exemple, les progrès de ta fille en âge. C'est l'exemple qu'ils ont montré lors du Google I.O.
Et là, sur la base de toutes les photos de ta fille dans l'eau, Gemini est capable de te dire qu'elle a fait par exemple son premier plouf à tel âge, qu'elle a appris à nager 2 ans plus tard, qu'elle a remporté sa première course en bassin la semaine dernière, etc. Tout ça en te remettant les photos qui illustrent ses propos, c'est assez balèze. Oui, c'est impressionnant, c'est vrai qu'on peut le dire, c'est assez fou. En fait, il se base sur une technologie de reconnaissance visuelle, mais aussi de reconnaissance contextuelle pour analyser ce que tu lui demandes et te livrer une réponse la plus juste possible. Donc en fait, Google souhaite implémenter le plus possible l'IA dans nos applications de smartphone. C'est un peu ça. En fait, Google veut même aller plus loin en l'incorporant dans leur nouvelle version d'Android, Android 15. Ça tombe bien puisque la deuxième bêta est d'ailleurs dispo depuis aujourd'hui, le 15 mai. Le but clairement ici, c'est de mettre l'IA au cœur de l'OS. Et là aussi, Gemini reste la vedette puisque la version Nano sera intégrée dans différents applicatifs et laissera la possibilité à l'utilisateur de l'utiliser ou non. Le plus intéressant ici, selon moi, c'est la capacité de Gemini à détecter un appel frauduleux ou une arnaque en plein milieu de la conversation téléphonique, ce qui laisse penser que l'IA va analyser vos échanges, donc libre à vous de l'activer ou non. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Gemini pourrait être omniprésent dans votre téléphone et vous pourrez même le personnaliser à souhait, comme un chatbot, ce que Google appelle les gems. En gros, vous pourrez créer comme une variante personnalisée du chatbot Gemini qui peut vous aider à accomplir certaines tâches et conserve des caractéristiques spécifiques, un peu comme si vous fabriquiez votre propre robot. En quelque sorte, vous auriez votre propre prof de sport, votre assistant de rédaction ou n'importe quel autre rôle que vous lui donnerez. Et le fameux projet Astra dans tout ça. Eh ben oui, on va y revenir sur ce fameux projet Astra. Alors, Google a présenté ça comme un agent de la vie tous les jours, un assistant à portée de main qui, là aussi, encore une fois, est basé sur Gemini. Dans ce cadre-là, tu utilises notamment la caméra de ton smartphone pour filmer des éléments de ta vie et t'en servir pour poser des questions. Un des avantages du projet Astra, c'est que ce dispositif est capable de mémoriser des éléments aperçus dans l'environnement de l'utilisateur pour en tirer un contexte propre à chacun qui peut ensuite réutiliser. Google a d'ailleurs fait une démonstration assez probante où l'on voit que l'IA est capable de détecter n'importe quel élément visible dans l'environnement de l'utilisateur, de répondre à des questions même si elles étaient complexes ou même si elles étaient relatives à un élément en particulier de cet environnement. Et puis l'IA surtout arrive même à se souvenir où l'utilisateur a laissé ses lunettes quelques secondes plus tôt, et c'était d'ailleurs l'occasion dans cette petite démonstration de ressortir les Google Glass qui étaient un peu mises de côté depuis quelques temps. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est un moment quand l'IA arrive à voir comment un système de serveur pourrait être amélioré simplement sur la base d'un croquis qui avait été fait au tableau. Je vous invite à regarder la vidéo de démonstration de Google qui est en ligne, elle est vraiment top et elle démontre les capacités de Gemini dans différents domaines. Si j'ai bien compris, Gemini est très fort dans la reconnaissance et la compréhension. Et sur la génération, où est-ce qu'il en est ? Et bien là aussi, Google a annoncé de très grosses nouveautés à ce sujet. Ils ont présenté 3 nouveaux outils. Le premier qui est Imagen 3, leur nouveau modèle de génération d'images avec un prompt. Aujourd'hui, on connaît bien DALL-E, on connaît bien Midjourney. Eh bien, on va devoir aussi apprendre à connaître Imagen 3. Pour le coup, Google a montré quelques images générées par cet outil. Le résultat est plutôt satisfaisant, notamment sur le rendering au niveau du texte. Et on sait que c'est parfois ce qui est plus difficile pour d'autres outils. D'être performant à ce niveau-là. Si tu veux l'utiliser, par contre, tu vas devoir faire preuve d'un peu de patience puisqu'il est aujourd'hui disponible seulement pour quelques créateurs triés sur le volet, mais une liste d'attente existe si tu es vraiment impatiente. Donc tu as cet outil Imagen 3, mais sur la vidéo aussi, Google a présenté un nouvel outil qui s'appelle Veo. Alors, on avait entendu parler de Google Lumière au début d'année. Tu pouvais créer des vidéos de 5 secondes sur la base d'un texte. Là, clairement, on joue plus du tout dans la même cour. On se rapproche beaucoup plus du modèle Sora d'OpenAI, avec des vidéos plus longues, de meilleure qualité, plus réalistes. Veo est même au fait de certains termes cinématographiques comme un timelapse, ce qui permet de pousser son prompt assez loin pour avoir le résultat désiré. J'invite d'ailleurs les intéressés à aller voir la collaboration qui a été faite avec Donald Glover et son studio Gilga, qui ont utilisé Veo pour un projet justement, c'est assez intéressant. Et qui sait, peut-être qu'on verra cette technologie utilisée pour son concert en tant que Childish Gambino à Lyon fin octobre. Je referme la parenthèse, mais vous l'aurez compris, c'est un artiste très complet que j'apprécie. Mais ça me permet de faire la transition aussi avec le troisième outil qui a été présenté par Google, qui s'appelle du coup Music AI Sandbox. Donc vous l'aurez compris, un outil qui permet d'accompagner les artistes dans la création de nouvelles instrus ou dans la modification de certaines sonorités. Là aussi, Google a collaboré avec des artistes bien connus, comme Marc Rebillet notamment, qui nous a fait l'honneur de nous faire un petit show électronique en intro du Google I.O. Ça aussi, ça vaut le détour. Mais en tout cas, en bref, Google fait un vrai bond en avant avec ses outils de génération de médias. Eh bien, à croire qu'il ne fallait absolument pas le manquer, ce Google I.O., énormément de nouveautés. Cela dit, tu m'as parlé de beaucoup de nouveautés au niveau de technologie et services, mais ce qui va nous intéresser particulièrement chez WAM, c'est l'impact de ces annonces sur le search. Alors, est-ce que le search a eu son quart d'heure de gloire la nuit dernière, lui aussi ?
Alors oui, pas d'inquiétude, évidemment, on va parler search. C'était aussi important de redonner tous ces éléments de contexte, mais évidemment, le sujet du SEO a été abordé et sera impacté par toute cette intelligence artificielle. Liz Reed, la nouvelle boss du search chez Google, on la sait très au fait du sujet IA. Elle a fait une présentation pour parler des évolutions à voir dans les prochains mois. Évidemment, la Search Generative Experience ou la SGE, en fonction de comment on l'appelle, c'était un des gros sujets attendus. On en parle depuis pratiquement 1 an dans la sphère SEO. Évidemment, ça n'a pas raté, on a bien évoqué le sujet et je vous le dis tout de suite, vous pouvez oublier le terme SGE, c'est fini. Dites bonjour à l'AI Overviews ou l'aperçu IA en français. D'ailleurs, Sundar Pichai l'a dit en introduction du Google I.O., je le cite, « Je suis ravi d'annoncer que nous commencerons cette semaine à lancer cette expérience entièrement remaniée AI Overviews à tous les États-Unis et nous le proposerons bientôt à d'autres pays. » Est-ce que tu peux me repréciser là aussi en quoi consiste cet encart SGE, ou plutôt, devrais-je dire AI Overviews désormais? Effectivement, il va falloir prendre le pli. En quoi ça consiste? Eh bien, en fait, c'est assez similaire à ce qu'on avait pu voir aux États-Unis ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on est sur un résumé intelligent généré par l'IA Gemini qui vise à répondre à une intention de l'utilisateur dans Google. Tu sais, c'est ce grand encart en début de SERP. Eh bien, c'est à peu près ça, AI Overviews. C'est finalement la suite logique de la SGE. Par contre, les possibilités sont beaucoup plus développées. Avec AI Overviews, on peut tout demander, de la recherche à la planification, en passant par le brainstorming. Google se chargera du travail préparatoire. Et ce sont ici les mots de Liz Reed, la boss du search. Gemini dispose désormais de capacités de raisonnement en plusieurs étapes, avec des réponses multimodales qui complètent largement le scope qu'il avait jusqu'ici. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer, vous allez voir, c'est assez parlant. Alors tu auras toujours des résultats assez similaires à ce qu'on avait avec SGE. Par exemple, pour une question assez classique, comment nettoyer un canapé, tu auras des conseils et des astuces, tous sourcés, pour mener à bien le nettoyage de ton canapé. Là où AI Overviews va aller plus loin, c'est que tu pourras être beaucoup plus pointilleux sur ta demande et avoir des réponses beaucoup plus personnalisées. Tu pourras demander à l'IA d'ajuster le ton de sa réponse, par exemple si tu as besoin que ce soit vulgarisé ou simplifié parce que ce n'est pas forcément un sujet que tu maîtrises. Un autre exemple assez poussé qui est donné par Google aussi, c'est la réponse donnée à ce que je vais appeler une requête de très longue traîne. Par exemple, ils ont fait la démo, il a été demandé à Google « Trouve-moi le meilleur cours de yoga ou de pilates à Boston, donne-moi des détails sur leurs offres de bienvenue et sur le temps de trajet depuis Beacon Hill ». Eh bien, Google va être capable, via son IA, d'avoir une réponse structurée en te trouvant des lieux qui donnent des cours de yoga qui sont bien notés sur la base des notes Maps, le temps de parcours à pied et les différentes offres de bienvenue des lieux, le tout en une simple recherche Google et sans quitter la SERP. Et puis, tu peux aussi lui demander de t'aider à planifier et organiser quelque chose. Par exemple, si tu lui demandes de créer un programme nutritionnel sur 3 jours pour un groupe de 4, Google va te proposer toujours via l'AI Overviews un menu détaillé et même la possibilité d'exporter ta liste de courses ou les menus vers un Docs ou un Sheets. Évidemment, tu peux ajuster ta demande, spécifier des allergies, des restrictions. Google va s'adapter et modifier sa réponse en conséquence. Et si je veux chercher un lieu pour mon anniversaire, par exemple, est-ce que c'est possible aussi? Bien sûr. Et Google va même assez loin dans la visualisation de ces informations, puisqu'il va classer les lieux qu'il juge pertinents par catégorie. Par exemple, au lieu de te proposer une simple liste de 5 lieux, il va te proposer une catégorie de lieux pour un anniversaire en musique, une catégorie pour les rooftops, des établissements plus gastronomiques, si tu aimes bien les restaurants par exemple. Là aussi, ce sera beaucoup plus personnalisé, tu pourras toujours dans la SERP ajuster ta demande. Et du coup, on n'est que sur des demandes textuelles via le moteur classique? Si je te répondais oui, ce serait pas drôle. Évidemment non, Google a aussi amélioré les fonctionnalités d'un outil qu'on connaît bien qui est Google Lens. Tu peux désormais utiliser Lens pour filmer un élément, t'en servir d'illustration pour poser une question à Google. Un exemple assez démonstratif qui nous a été montré, c'est une personne qui filme un tourne-disque qui ne fonctionne pas et qui demande à Google pourquoi ça ne fonctionne pas. Google va comprendre la vidéo, l'intégrer et fournir une réponse via toujours l'AI Overviews en t'expliquant pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qu'il faut mettre en place pour résoudre le problème, etc. Donc là aussi, on va encore plus loin dans le multimodal et clairement, on n'est plus du tout sur des simples recherches de mots-clés dans Google. Et donc ça aussi, c'est prêt à être déployé dans la semaine là? C'est un petit peu plus compliqué, en tout cas pour nous en France. C'est prêt à être déployé dès maintenant, effectivement, aux États-Unis. Google a promis de l'étendre progressivement à 35 autres pays, avec l'objectif qui est de déployer encore plus d'ici la fin de l'année pour dépasser le milliard d'utilisateurs. Maintenant, on sait que la question de son arrivée en Europe reste assez floue, notamment avec les batailles juridiques et réglementaires qui sont toujours en cours sur notre continent. Merci Raphaël, c'est très complet, beaucoup d'infos. Et donc Maxime, de ton point de vue, à toi, comment Google va bouleverser la recherche ?
Eh bien, pour compléter ce qu'a dit Raphaël, et c'est déjà très complet, en ce qui concerne le moteur de recherche, la grande nouveauté annoncée par Google, donc c'est AI Overviews. Et on l'a bien compris, il vient supplanter l'onglet conversationnel du Search Generative Experience, ou SGE. Donc on n'est plus sur un simple encart qui fait glisser les liens bleus plus bas dans la page de résultats, mais sur une réponse à une requête qui se présente comme un résumé synthétique des informations pertinentes, en s'appuyant sur des sources et qui va donc mettre en avant tout ça généré grâce à Gemini. Là, Google a pour ambition de proposer une réponse complète aux utilisateurs pour qu'en un coup d'œil, ils obtiennent une réponse concise et claire. Ça laisse entendre que Google veut également limiter les étapes entre la recherche et la réponse, que les internautes se voient proposer une expérience finalement à forte valeur. C'est ce qui lui permet de maintenir à distance ses concurrents sur le marché des moteurs de recherche. Donc, petite parenthèse, il y a quelques jours, on pressentait qu'OpenAI allait annoncer un moteur de recherche, mais ce n'est pas le cas. Alors, faut-il que la réponse soit vraiment la bonne aussi ? En tout cas, Google a annoncé que les feedbacks qu'il a pu collecter prouvent que les liens situés dans les cartes des onglets conversationnels sont plutôt concluants en termes de taux d'engagement par rapport aux liens classiques, donc Go. Et qu'en pense la sphère SEO à chaud ? Est-ce qu'il y a eu des réactions, des live tweets ? Alors oui, on voit beaucoup de conversations sur les réseaux depuis hier. On n'y a pas passé toute la nuit, mais effectivement, ça fuse. En effet, donc des réactions à chaud. On a bien sûr prêté attention à ce que les SEO US les plus influents ont partagé en pressenti, et c'est assez mitigé. On a des personnes qui se posent beaucoup de questions, par exemple, est-ce que les réponses sont vraiment les plus pertinentes ? Tout ça dans un contexte où Google mène un combat difficile contre le spam et la désinformation en ce moment. Une autre question, est-ce que le SIA sera toujours mis en avant ? Là, je suis plutôt convaincu que Google l'a anticipé, l'inverse serait quand même bizarre. Est-ce que mon trafic va chuter ? Comment monitorer et vérifier les impacts ? Ou encore, est-ce que Perplexity donc va disparaître ? C'est un outil justement IA qui apporte justement des réponses appuyées par des sources fraîches. On voit même certains parier sur un rollback de Google, un retour en arrière. Pour l'instant, Google ne se prononce pas vraiment, mais pour autant, on peut retenir 2 infos. La première, c'est que Google laisse une porte d'entrée possible aux internautes qui souhaiteront revenir à des résultats classiques via notamment un onglet web dans les filtres de recherche. Et la deuxième, c'est que Google va désormais comptabiliser les clics générés sur AI Overviews dans la Search Console sans pour autant faire de distinction entre les résultats classiques et AI Overviews. Oui, donc en effet, pas mal de questionnements au lendemain de la conférence. C'est normal, on en saura sans doute davantage dans les prochains jours ou semaines, si je comprends bien. Oui, ce qui est sûr, c'est que Liz Reed, la Head of Search donc de Google, a bien compris les enjeux des liens pour les créateurs de contenu, donc les marques, et a bien insisté sur le fait que si AI Overviews est déployé, c'est parce que les utilisateurs ont adopté ces réponses et globalement plus cliqué sur ces liens versus les liens bleus. Et c'est prouvé par des tests menés sur SGE. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google précise qu'il réserve les aperçus IA aux requêtes complexes tournées vers le conversationnel qui peuvent tout à fait mixer l'informationnel et le transactionnel. Si on peut juste faire un focus avec beaucoup de pincettes, je précise, sur les intentions purement transactionnelles, je prends un exemple, iPhone 15, c'est une verticale qui est bien spécifique dans le paysage des pages de résultats de Google. Depuis plusieurs mois, on voit fleurir des fonctionnalités qui lui sont propres. Je veux parler des grilles produits. Elles sont boostées par le shopping graph et des synergies plutôt intéressantes entre le contenu des fiches produits d'un site, les données structurées, le flux shopping généré via le Google Merchant Center. Ça va parler à certains. Ça offre d'ailleurs de nouvelles opportunités de visibilité aux e-commerçants si c'est bien géré. Donc on va voir si justement les cartes vont être rebattues ou pas sur cette verticale. J'en suis pas convaincu, à voir. Ça n'empêchera pas à AI Overviews d'inclure des résultats transactionnels et bien sûr des ads. On va observer tout ça donc. Dans un premier temps aux US, parce qu'aucune date de déploiement n'est annoncée pour l'UE et donc la France sur un fond de bataille juridique, comme le précisait Raphaël. Et pour rappel, avec AI Overviews, on est censé pouvoir tout demander. Je cite Raphaël qui cite Google, de la recherche à la planification en passant par le brainstorming, et Google se charge du travail préparatoire. Et avec le projet Astra, Gemini est capable de raisonner avec plusieurs étapes, de planifier, de comprendre et de générer des types de contenus au-delà du texte, donc images, vidéos, audio. Et on en parle depuis longtemps en fait chez WAM. Le fait de faire matcher un contenu, un format de contenu avec une intention, ça prend ici tout son sens. Justement, ici, comment vous prenez-vous ces nouvelles ? On sent que tout ça n'est pas forcément très rassurant pour beaucoup. Est-ce qu'on se sent prêt chez WAM ?
Alors on est un peu fébrile, mais clairement chez WAM on est plutôt formé à l'école SEO anglo-saxonne. On alimente énormément notre veille via tous les médias spécialisés et SEO influents US, qui sont finalement aux premières loges quand Google met à jour son algo ou déploie de nouvelles fonctionnalités et services. On aime bien jouer aussi avec le VPN, qui nous permet de visualiser des pages de résultats US, d'observer et surtout de nous projeter. Observer les pages de résultats, oui, c'est indispensable. Ouais, Google propose des résultats qui sont modelés en fonction d'une attention. Si quelqu'un cherche un tutoriel, par exemple, Google enverra des vidéos ou des visuels. Si elle recherche un restaurant, le local sera mis en avant. J'ai envie de dire que c'est la base de toute stratégie SEO édito, n'est-ce pas ? Donc on a ce réflexe dans nos analyses, les études d'intention, des benchmarks, donc anticiper ce que nous réserve Google. Demain, ça nous semble logique. Pour revenir sur la pertinence des résultats, peut-être que certains l'ont compris, Google vient juste de confirmer qu'ils utilisaient le Knowledge Graph comme système de contrôle qualité pour délivrer des informations de qualité grâce à l'IA. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la conférence de David Elshauser, qui est dirigeant de l'agence WAM, sur le lien entre l'IA et le SEO. Il en parle très très bien. On vous mettra le lien dans l'article pour vous faciliter la tâche. Et donc ça veut dire quoi pour les marques ? Une marque, finalement, est une entité. Ça inclut ses actifs. Si vous êtes, par exemple, dans Wikipédia, si vous êtes repris dans les médias reconnus par Google, si tous vos actifs marketing sur votre site sont disponibles, harmonisés, granulaires, précis, vous vous donnez en fait toutes les chances d'apparaître dans les IA Overviews et discussions de Gemini. Au-delà de l'IA, en plus d'essayer d'être un maximum visionnaire, on ne changera pas notre manière de faire sur le SEO technique d'un site finalement. À savoir garantir une bonne santé de crawl et d'indexation, une bonne complémentarité mobile, voire même de bons temps de chargement. Finalement, on parle d'assurer une bonne accessibilité de la part des robots et Google en aura toujours besoin. À partir du moment où tout est stable, on est en capacité de proposer les bons contenus, garantir une bonne expérience utilisateur et pousser la marque à être visible avec d'autres leviers tels que les relations presse, le SIA, le social. Donc tous ces signaux sont, vous l'avez compris, essentiels pour aller chercher du trafic via AI Overviews à terme. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être à nous donner ? Bien sûr, oui. Pour vous donner un use case sur les synergies SEO et UX, chez WAM, on organise des sessions de tests utilisateurs pour étudier le comportement des utilisateurs face aux pages de résultats sur un domaine d'activité donné. On sait simuler en fait AI Overview ex-SGE et le tester sur des personas. Ça vous permet d'aller au-delà des études US un peu vagues et trop globales pour vous approprier les bonnes réponses. Par exemple, lors d'un test récent dans le secteur de l'énergie, nous avons pu constater que les réponses IA génératives n'étaient pas plébiscitées par les personas de nos clients. Les réponses étaient vues, parfois lues, mais les liens bleus étaient plus rassurants et préférés pour cette catégorie de clients. C'est ni plus ni moins la preuve qu'il faut tester avant de tirer des conclusions hâtives. Ensuite, décider sur cette base d'un plan d'action. Donc pour conclure, en réponse à tout ce qu'on assiste en termes d'IA, et là, pour la petite parenthèse, Sundar Pichai a bien noté que le mot IA a été précisé 120 fois lors de la conférence. De notre côté, on préfère préciser en fait que le mot d'ordre est plus que jamais l'anticipation. Donc à suivre. Merci Maxime pour toutes ces explications. Un Google I.O. bien dense, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup d'informations. Merci aussi à toi, Raphaël. Merci Yolène et merci aux auditeurs pour leur écoute. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce 48e numéro du WAMcast. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site agence-wam.fr, rubrique WAMcast évidemment. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter @wamref, mais aussi sur Instagram, agence_wam. N'hésitez pas aussi à nous laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast, voire un petit commentaire si vous avez quelques secondes à nous consacrer. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du WAMcast. À très vite.